Le village de Saint-Bruno-de-Guigues, c'est un village familial, fier et impliqué. Bienvenue chez nous à Saint-Bruno-de-Guigues. Bienvenue à l'émission Chez nous et aujourd'hui, on est du côté de Saint-Bruno-de-Guigues avec la mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues, Carmen Côté. Bonjour Carmen. Bonjour Émilie. Alors Carmen, aujourd'hui, vous allez nous faire visiter votre beau village de Saint-Bruno-de-Guigues. Un petit aperçu de ce qu'on va voir. Écoutez, je vais vous faire découvrir d'abord mon coup de cœur qui va être l'Éden rouge. Ensuite, je vais vous amener vers le commerce le plus ancien du village, donc le garage Paquin. Et ensuite, je vous ferai visiter aussi nos attraits touristiques. Donc, le domaine Breen, on se rendra peut-être au pont couvert, ou en tout cas, je vous en parlerai. Et aussi à la plage publique ou sur le bord du lac Témiscamingue. Alors, j'ai hâte de commencer la visite. On commence ça maintenant? Oui. Alors, Carmen, tout d'abord, pour nous parler du village de Saint-Bruno-de-Guigues, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est unique à votre village? Qu'est-ce qui le différencie des autres villages? C'est certain que c'est la population qui y vit, tous les habitants qui habitent ici. C'est vraiment particulier à notre village. Et si vous me demandiez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez chez vous qu'il n'y a pas dans d'autres villages? Bien, d'abord, je vous dirais qu'on a un aéroport sur notre territoire. Et j'ajouterais aussi la table champêtre qui est unique ici à Guigues, mais ça va au-delà de ça en Abitibi-Témiscamingue. Et quelle est votre plus grande force à Saint-Bruno-de-Guigues, selon vous? Écoutez, on a une réputation d'avoir un sentiment d'appartenance très fort, d'être tissés serrés et d'être solidaires les uns envers les autres. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappée à la lecture que j'ai faite pour l'entrevue, quand on parle de la fondation du village en 1897, on note à cette époque-là, on dit que les gens de Guigues ont un sentiment d'appartenance très fort. Donc, j'ai été surpris d'apprendre qu'après plus de 100 ans, nous avons encore cette réputation de sentiment d'appartenance à notre village. Maintenant, là, si on parle du village de Saint-Bruno-de-Guigues, si on parle de la population qui y vit, c'est combien de personnes? Actuellement, c'est 1147. J'ai fait un peu de recherche pour voir si notre population avait diminué parce qu'on a connu de la démographie à peu près partout. Et je vous dirais, dans les dernières années, on s'est toujours maintenu dans une population autour de 1100. Là. C'est variable, entre 1100 et 1147. Et c'est sûr que l'été, avec les gens qui habitent au bord de l'eau, il y a des saisonniers, donc ça augmente à peu près de 200 là, l'été. Mais ça varie toujours entre 1100, mais présentement, c'est 1147. Comment est-ce qu'on les nomme, les gens qui habitent Saint-Bruno-de-Guigues? Des Guiguois et des Guiguoises, mais pour les intimes, nous sommes des Guizous. Pourquoi Guizou? Écoutez, je ne pourrais pas vous dire l'origine, mais c'est connu à peu près à travers le Témiscamingue. On nous appelle souvent, vous autres, les Guizous. Et puis, Carmen, comment est-ce que vous les décririez, les habitants du village de Saint-Bruno-de-Guigues? Je les décris d'abord comme des gens très fiers et aussi très dynamiques. Pour quelle raison? Bien, je dirais, en tout cas, depuis de nombreuses années, on a de nouveaux, quand je vous dis dynamiques et impliqués, on a eu de nombreux comités qui ont mis sur pied des projets dans la municipalité. Et pour ce qui est de la fierté, chaque fois qu'on a une activité dans la paroisse, que ce soit des gens de l'extérieur, nous mentionnent toujours votre village, c'est un beau village, les gens sont fiers, les propriétés sont bien entretenues. Et nous, à la municipalité aussi, on a vraiment à cœur à ce que le village, que ce soit propre, et c'est une de nos priorités aussi, là. Et Carmen, maintenant, on va parler de vous. On va apprendre à vous connaître en tant que mairesse. J'aimerais savoir qui est Carmen Côté. Je dirais que je suis pas née ici, mais j'habite ce village depuis 60 ans. Donc, j'ai vu aussi le progrès de ma municipalité. Je suis veuve, j'ai 3 enfants
Je suis retraitée depuis 10 ans. J'étais infirmière auxiliaire. J'ai travaillé au centre de santé pendant 37 ans. Et je vous dirais, c'est ça, en gros. Et puis, qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à devenir mairesse? Quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, bon, il y avait des élections municipales et j'avais pas vraiment, à ma retraite, je n'avais aucun plan de retraite. Alors, je me suis dit, est-ce que je peux collaborer ou j'ai toujours eu un intérêt pour la politique, soit pour politique en général. Et dans mon travail antérieurement, j'aimais bien faire partie des comités de travail. Je me suis occupée beaucoup de syndicats, la condition de vie des femmes. Donc, j'ai toujours aimé être au centre des discussions où on discute, être à l'écoute des gens, écouter des opinions. Donc, je me suis dit, bon, écoute, au sein d'un conseil municipal, ça pourrait être intéressant. Est-ce que je peux apporter? Je peux donner des idées et c'est ce qui m'a amené finalement en politique municipale. Et ça fait combien de temps que vous êtes mairesse? Écoutez, d'abord, à mon premier mandat, j'étais conseillère. Malheureusement, le maire est décédé en cours de mandat chez nous. Donc, il restait à peu près 2 ans c'est-à-dire qu'il restait 2 ans au poste de maire à occuper. Et on a fait des périodes de mise en candidature, naturellement. On a fait 2 périodes de mise en candidature et personne n'avait postulé au poste. Donc, il y a des citoyens qui me sollicitaient et qui me disaient « Pourquoi tu y vas pas? » Je vous avouerai que ce n'était pas du tout dans mes plans et je n'avais pas du tout la prétention. Écoutez, j'avais 1 an et demi d'expérience comme conseillère, donc c'était tout nouveau pour moi. Et c'était pas vraiment jamais j'avais visé le poste de mairesse. Alors, après réflexion, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il reste 1 an et demi. Et nous étions rendus à l'étape où, quand ça fait la 3e, le gouvernement vient, dans le fond, vient cogner un peu à notre porte quand il n'y a pas personne qui est élu. Alors, je me suis dit, bon, coudonc. Alors, j'ai de la bonne volonté, je pense que je suis capable d'apprendre. J'ai une équipe autour de moi aussi, un directeur général avec beaucoup d'expérience. Alors, je me suis dit, bon, écoute, je me lance. Alors, c'est ce qui a fait mon premier lancement au niveau du poste de la mairesse. En novembre dernier, le questionnement aussi s'est posé, naturellement, en me disant, est-ce que j'y vais à nouveau? Et alors je me suis dit, bon, pourquoi pas? Si jamais il y a une élection, on verra. Mais j'ai été la seule candidate à poser sa candidature. Donc, j'ai été élue par acclamation en novembre dernier. Donc, depuis 10 mois là, de ce mandat. Okay. Et puis, donc, ça fait environ, là, avec l'ancien mandat, ça fait quoi, 2 ans? C'est-à-dire que le mandat actuel, c'est un mandat de 4 ans, mais moi, comme expérience, j'ai la fin du mandat qui était 1 an et demi plus 10 mois. Disons que ça fait à peu près 2 ans et quelque chose, là. Oui. Et puis, quels sont les défis que vous trouvez les plus importants en tant que mairesse? Écoutez, le premier défi, je dirais, c'est d'être à la hauteur du poste qu'on occupe. Surtout quand on n'a pas d'expérience, on se dit est-ce qu'on va rendre la matière finalement. L'autre préoccupation, c'est-à-dire c'est un défi. En même temps, je pense qu'il faut être à l'écoute de sa population et il faut aussi prendre les meilleures décisions pour cette même population, pour le meilleur pour ce qui est de notre population, mais aussi dans le respect des règles et des obligations qu'on a. Et puis, quelles sont les valeurs que vous prônez le plus en tant que mairesse? L'honnêteté, le respect, le devoir, le partage, la compréhension et la vitalité. Et pourquoi? Je pense qu'on a des responsabilités et ce sont des valeurs qui, à mon avis, doivent être rattachées et qui sont vraiment importantes aussi de développer au niveau d'une communauté, là. Pour moi, ces valeurs-là étaient fort importantes. Comment est-ce que vous vous décririez en tant que mairesse?
je me vois d'abord comme une citoyenne à part entière, comme une femme qui aime beaucoup son village et quelqu'un qui aime bien travailler en équipe. Donc, j'aime bien être à l'écoute de mes citoyens, mais aussi de l'équipe avec qui je travaille et de pouvoir faire une analyse des situations. Et comme je vous dis, comme c'est pas un poste que j'ai envisagé, j'accepte avec mes forces et limites, puis j'apprends de mes erreurs et je pense que c'est un peu comme ça que je me décrirais. En quelle année est-ce que le village a été fondé? Bien, d'abord et avant tout, Guigues a d'abord été un canton avec Duhamel. Et c'est seulement qu'en 1897 où le village a été nommé village de Saint-Bruno-de-Guigues. Et c'est seulement qu'en 1912 que le gouvernement a officialisé le village de Guigues. Et comment est-ce que la fondation s'est déroulée? Écoutez, le village d'abord devait être situé au bord du lac Témiscamingue. Et on s'est vite, donc on avait déjà planté une première croix parce qu'on voulait faire le village là. Sauf qu'on s'est vite aperçu qu'entre le lac et, exemple, aujourd'hui, quand vous passez sur la 101 et que vous allez, vous vous rendez comme quand vous allez aux fraises, là, si on peut dire, là, il y a une dénivellation importante entre le lac et la hauteur. Alors, à cette époque-là, le clocher de l'église devait être la bâtisse la plus élevée. Donc, parce que aussi c'était les religieux, donc la religion était très, très importante, et l'église devait être la bâtisse la plus élevée. Mais d'avoir un clocher, en mettant ça au bord de l'eau, ça paraissait une tâche, si on regarde à l'époque où rien n'était développé. Alors, on a jugé qu'on devait mettre le village, qu'on ne le ferait pas au bord de l'eau, mais qu'on l'amènerait plutôt finalement le village où il est situé aujourd'hui. Mais il y a une histoire qui m'a été racontée parce qu'il y avait des citoyens, il y avait des habitants qui habitaient, si on peut dire, en bas de la côte, là. Il y avait des citoyens qui étaient là et il y avait des citoyens qui s'étaient installés ici, du côté du village, il y avait des lots qui étaient faits ici. Donc, il paraîtrait qu'il y a eu même une chicane parce que là, on avait tout préparé le bois pour la construction de l'église. Et la nuit, on transportait le bois du côté de la campagne, si on peut dire, et du côté du village. Mais finalement, je pense que c'est le village qui a remporté parce que le village se situe ici. Et comme mon ami Guillaume Beaulieu dirait, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Et puis, est-ce que vous avez des anecdotes marquantes en lien avec le village de Saint-Bruno-de-Guigues? D'abord, on a eu le premier site de mine, hein, la mine d'argent qu'on a eu. Et je vous dirais, bien avant que Guigues soit fondée, c'est quand même, son recul, là, c'est le chevalier de Troyes qui a découvert la première fois dans les années 1600. Puis dès 1868, là, déjà apparaissait sur la carte française l'anse à la mine. Donc, on avait vu le rocher qui était d'une couleur particulière. On avait été intrigués de voir et on a envoyé des explorateurs venir voir ça. Et dès ces années-là, après analyse, on disait qu'il y avait une richesse et c'est pour ça qu'on est un des premiers sites au nord du Canada à voir la mine d'argent. Et cette mine-là, c'est juste vers les années 1850 où un monsieur Wright a acheté. Lui, il sortait du bois. Lui, il était venu comme contracteur de bois. Il était venu, puis ça l'avait frappé. La couleur du rocher qui était comme une espèce de jaune et qui brillait au soleil, il avait été intrigué. Et il avait gardé sous ses bottes à l'époque, il y avait des fragments qui avaient été mis. Et lui, quand il est retourné,
avait laissé ça sur son bureau. Ça allait rester là pendant 20 ans avant qu'il fasse faire l'analyse. Et il a fait faire l'analyse et le résultat, on lui a dit que c'était une richesse très importante. Donc, c'est dans les années 1850 où il est venu exploiter la mine. Oui. Et je vous dirais aussi des premiers arrivés qu'il y a eu, une première famille qui a marqué aussi l'histoire. Bon, présentement, on appelle le quai de Guigues, mais on appelle ça la pointe à Piché, où M. Édouard Piché s'est installé, est arrivé, en explorateur aussi, avec sa... Mais souvent, les hommes voyageaient, arrivaient seuls, tandis que M. Piché est arrivé avec sa femme, Mme Margaret McAdam. Et eux autres, ils sont venus, ils se sont installés à peu près à 1 mile de Notre-Dame-du-Nord et ils faisaient la traite de fourrure parce qu'il y avait un poste d'Indiens qui était situé. Ils venaient faire le poste de fourrure. Mais la baie du Thon, qui avait le contrôle, était unique pour faire la traite de fourrure, est venu installer une espèce de je dirais pas un magasin, là, mais un poste de traite juste à côté. Donc, M. Piché a changé d'endroit. Donc, il y avait un quai qui s'était formé naturellement, qui était comme si on avait placé des roches symétriquement. C'est un quai qui s'était fait naturellement en granit. Et il y avait un embarquement parce qu'il y avait le bateau à vapeur qui passait régulièrement pas régulièrement, mais qui passait sur le lac Témiscamingue. Donc, M. Piché s'est installé et son nom, on l'a toujours nommé le Père Piché et on a nommé le quai à l'époque aussi la Pointe à Piché. On dit que M. Piché a gagné sa fortune très honnêtement. Donc, c'est un homme qui a été très important et qui a habité pendant 20 ans et qui a défriché sa terre lui-même, qui a coupé son bois, construit sa maison et qui a préparé le sol agricole de Guigues dès son arrivée. Est-ce qu'il y a d'autres faits marquants que vous voulez qu'il faudrait mentionner à propos de Saint-Bruno-de-Guigues? Oui, je vous dirais que j'aimerais bien vous parler d'abord de l'aréna de Guigues. Hein? La première aréna qui a été construite au Témiscamingue. Et ce qui est génial dans ça, c'est vers les années 58, on avait M. Gérald Côté, qui était président de la Chambre de commerce à l'époque, et qui a émis une idée en disant pourquoi Guigues n'aurait pas sa patinoire couverte. Alors là, très rapidement, un groupe se sont joints et se sont dit « Hey, ce serait génial ». Alors, ils ont commencé à dire si on recrutait 100 personnes qui déposaient $1 par semaine, pendant 100 personnes, pendant 52 semaines, ça veut dire qu'on récolterait après 1 an, 2 ans, 3 ans, ça donnait 15 000 5 ans, ça donnait 26 000 Donc, ils ont formé le Club des 100 qu'on a appelé et le gérant de la Caisse populaire était autorisé à soutirer des comptes des 100 personnes, $1 par semaine. Et ça, on gardait ça caché, on ne voulait pas le dire parce qu'on ne voulait pas faire voler notre idée. Donc, on a conservé ça secrètement et 5 ans plus tard, on avait cumulé quand même 26 000 $. Donc, c'est dans les années 1960 où la construction, 62, on a construit l'aréna. Et moi, j'ai un souvenir mémorable. Moi, à l'époque, j'avais à peu près 10-12 ans. Et nous, les jeunes, et il y avait un contracteur qui était M. Napoléon Marseille. Tous les autres, c'est tous des gens bénévoles qui ça s'est construit en faisant des billes. Et nous, les jeunes, à l'époque, on avait une grande table avec une planche de vénir, puis il y avait 2 chevalets. Puis on avait Mme Jérémie Guimont, qui était un peu notre boss, entre guillemets. Et nous, notre tâche, c'était de décrocher les clous qui venaient du vieux couvent pour reconstruire l'aréna. Donc, elle nous stimulait en disant « Dépêchez-vous, les jeunes, là. Si vous voulez patiner, là, les ouvriers attendent après vos clous. » Donc, on avait des gros quarts de clous et c'était nos dimanches complets où on décrochait les clous. Donc, on a participé à notre façon, mais une grande partie de l'aréna a été construite avec des matériaux recyclés et aussi avec des gens qui
qui ont construit cette aréna-là bénévolement. Là. Ça s'est fait vraiment un projet de communauté à partir d'une idée comme ça. Par contre, à ce beau projet-là, malheureusement, en 1974, elle a brûlé. Alors, l'aréna a brûlé en 1974 et vous imaginez, écoute, j'ai encore souvenir de cette nuit terrible. Quand ça a brûlé, puis je vous dis, j'en parle avec émotion, j'ai encore l'image de la population anéantie par cette épreuve énorme, tu sais, un projet collectif. Alors, je me souviens, tout le monde est un peu autour du feu, et là, c'est que tout est éteint et on voit une perte totale. Hein? Alors là, c'est une perte totale de 300 000 $. On parle de 1974, c'est énorme pour des petits villages comme nous. Et je dirais la merveille, dès le lundi, il y avait un conseil spécial qui réunissait, bon, c'est sûr, le conseil municipal, le comité des loisirs et des citoyens, et qui, après une aussi grande épreuve, et qui disent, on va reconstruire cette aréna-là. Alors, on a reconstruit l'aréna. Pour l'ouverture de l'aréna, ça a été ouvert au mois de mars 62. Et vous comprendrez que on était au printemps. Et toute la journée, les pompiers ont arrosé la toiture pour éviter que la glace fonde parce qu'il faisait soleil. On était au mois de mars et on a arrosé toute la journée. Et ce soir-là, on les appelait les Étoiles du Témiscamingue, qui ont joué contre une équipe de Rouyn-Noranda, qui était une équipe, ça s'appelait l'équipe d'or, qui était une marque de bière. Et c'est une équipe beaucoup plus forte que la nôtre, naturellement. Et comme invité d'honneur cette journée-là, M. Maurice Richard, le Rocket, était à l'ouverture de notre aréna, alors rien de moins. Et je peux vous dire, c'était rempli à craquer. Et l'ambiance d'un projet qu'on vient de réaliser. Et écoutez, on dit du gardien de but de l'époque, qui était M. Gaétan Boileau, qui a fait au-dessus de 50 arrêts. Et on a gagné le match 2-1. Donc, c'est une belle histoire. Je voulais absolument vous conter ça parce que quand je pense qu'on a arrosé pour éviter que la glace fonde, là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, c'est ça. Puis pour ce qui est du feu, mais on a quand même reconstruit l'aréna. Donc, c'est deux événements très marquants dans notre municipalité. Carmen, pour le segment touristique, on va visiter quelques attraits et on commence par ici. Où est-ce qu'on se trouve? Au domaine Breen. Alors, on va vous inviter à rentrer. On va aller rencontrer Odette, qui est la coordonnatrice du domaine, ainsi que Jordan Maillet, qui est un des guides qui a travaillé ici tout l'été. Et depuis 3 ans, c'est lui qui occupe ce poste-là. Donc, on va aller les rencontrer, si vous voulez. Je vous suis. Alors, j'aimerais vous présenter Odette Caron, qui est la coordonnatrice de la maison, ainsi que le guide Jordan Maillet, qui est ici pour toute la période d'été. Alors, bonjour à vous deux. Bien, bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, l'un et l'autre, que vous travaillez ici? Bien, moi, c'est ma 3e année, 3e été, puis Jordan également, hein? Oui, Ça fait 3 ans. 3e année en tant que guide, oui. Ouais. Et là, donc, vous allez nous faire visiter un petit peu ce qu'on retrouve ici, les activités qu'on peut visiter? Absolument, fait que, on va commencer par le salon. OK, super. Le domaine Breen, c'est un centre d'interprétation de l'histoire du début du 20e siècle. Et on fait la visite du domaine Breen en parlant surtout de l'histoire de la famille Breen. Alors, ici, il y a des guides. On peut faire des visites guidées. Et donc, on parle autant du début, en fait, du village de Saint-Bruno-de-Guigues, parce que Thomas Breen, celui qui a bâti la maison ici en 1906, il est venu s'installer ici. Alors, c'est une famille de bâtisseurs, en fait, hein, de Saint-Bruno-de-Guigues et du Témiscamingue. Donc, on parle de leur histoire, on fait le tour, et ce qui est vraiment singulier ici au domaine Breen, c'est que ça a toujours été la famille Breen qui l'a habité. Alors, ça a été Thomas Breen avec Eugénie Talbot. Ils ont eu des enfants et c'est une de leurs filles, Eva Breen, qui a habité ici jusqu'en 2002.
Puis ensuite, elle est décédée en 2003. Et de 2003 à 2006, il y a eu, la municipalité a acheté le domaine Breen pour en faire un lieu historique et pour garder le patrimoine aussi. Et de 2003 à 2006, il y a eu au-delà de 125 bénévoles qui sont venus travailler ici là, pour remettre la maison en ordre et en faire un beau petit musée. On voit l'architecture de la maison. C'est une maison édouardienne, de style édouardien. Et Thomas Breen, lui, il avait fait dessiner un plan d'architecte, le même architecte qui avait dessiné la maison de Sir Wilfrid Laurier, qui était le premier ministre du Canada à l'époque, à Arthabaska. Alors, c'est le même architecte, Louis Caron, qui a dessiné la maison. C'est donc une maison particulière, c'est une maison singulière. Quand Thomas Breen est arrivé ici en 1902, il y avait un plan d'architecte dans les poches, alors que la majorité des gens arrivaient ici avec pas grand-chose. Donc, c'est une maison qui sort de l'ordinaire. Ici, ce qui est particulier aussi, c'est qu'étant donné que c'était la fille Eva qui habitait ici, elle était célibataire et elle a gardé tous les meubles. Il y a des petits bijoux ici, entre autres le gramophone, le piano. La famille Breen aimait la musique. Donc, on a ces éléments-là qui sont originaux, en fait. Alors, presque tout est original ici, là. Et c'est conservé. Donc, c'est une richesse de patrimoine. On entend souvent les gens, ils vont dire « Oh, moi, j'aime les antiquités, j'aime ce qui est vieux, tout ça. » Puis, ils sont charmé par l'histoire de ce petit bonhomme-là qui était un orphelin d'Angleterre qui s'est envenu au Québec puis qui est arrivé au Témiscamingue. Alors, c'est une histoire vraiment très, très originale. C'est ça. Donc, l'histoire est particulière et puis les lieux sont d'une richesse. C'est un petit bijou qu'on a ici. On a aussi le central téléphonique ici. À Guigues, c'était la fille de Thomas Breen, elle s'appelait Eva Breen, qui avait le central téléphonique de Saint-Bruno-de-Guigues. Alors, on a un petit circuit à l'interne ici, dans lequel on peut faire parler les gens au téléphone, puis montrer comment fonctionne le central téléphonique. Et ça, c'est vraiment, je dirais, là, le clou de la visite. Pourquoi vous avez choisi de nous présenter là, cet attrait touristique-là? Je pense que c'est un très bel attrait touristique. Et il y a aussi tous les gens qui ont mis la main à la pâte, je dirais, pour rendre ce site aussi beau, hein, le rénover. La Société d'histoire et de nombreux bénévoles. Quand on pense qu'il y a eu, ne serait-ce qu'à penser au nombre d'heures de bénévoles qui ont été mis ici, plus de 30 000 heures, et qu'on ait fait de cette maison, le domaine Breen. Et je pense que dans un projet, et à chaque année, on s'efforce d'avoir quelque chose de nouveau pour permettre aux gens de venir visiter ce lieu qui est magnifique. Et la municipalité aussi gère le domaine Breen, donc c'est une fierté pour notre village, le domaine Breen. Et puis, c'est un attrait touristique important. Est-ce qu'il y en a d'autres, des attraits touristiques à Saint-Bruno-de-Guigues? Il y a quand même le pont couvert. D'abord, le pont couvert, il y a eu 2 ponts couverts à Guigues. Le premier pont qui avait été fait, parce qu'à l'époque, c'était vraiment les citoyens qui construisaient les ponts. Donc, on faisait ça parce qu'il y avait des moulins assis. Donc, sur la rivière La Loutre, il y a eu 2 ponts couverts. Le premier avait été fait, c'était un pont flottant. Et malheureusement, il y a eu des glissements de terrain, donc le pont s'est défait. Par la suite, on a construit le 2e pont, qui est toujours existant, celui qu'on voit aujourd'hui. Et le pont avait été fait en collaboration avec la municipalité. Il y avait les citoyens qui l'avaient fabriqué. Et on l'avait fait avec de l'épinette rouge. Et pour protéger le bois, pour le conserver le plus longtemps possible, on avait décidé de faire un toit pour protéger le bois. Donc, c'est ce qui fait. Et des années plus tard, on a voulu refaire le bois pour le faire avec une structure, mais ça ne s'est pas fait. Et
je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on peut en faire un site historique parce qu'il a été aussi reconnu par la Société Toponymie. Donc, il porte le nom, il est reconnu comme site touristique et comme attrait touristique, mais aussi, et ce pont-là porte le nom de le pont Dénommé. C'est en la mémoire de M. Dénommé qui a habité près de ce pont-là, puis qui est un des pionniers aussi du village. C'est un très beau site et en plus, ben, on peut, comme je vous disais, comme on a un projet et qu'on va pouvoir descendre et aller explorer la rivière La Loutre en kayak ou en canot, ça sera un très beau coin à découvrir. Vous avez aussi une plage municipale là, à Saint-Bruno-de-Guy. Oui, on a une plage publique. Donc, c'est un très bel endroit. C'est un endroit aussi qu'on a agrémenté avec, d'abord, il y a un parc d'enfants magnifique qui est là depuis 2 ans, dont le comité récréatif a participé financièrement, ainsi que la municipalité. Et le lac, il y a des endroits pour... les gens peuvent aller avec, soit avec une tente, avec un Winnebago, peuvent très bien aller profiter du lac. Il y a aussi une descente. Si vous avez un bateau, vous pouvez descendre votre bateau, aller à la pêche, faire du kayak, du canot sur le lac Témiscamingue et aussi, ne serait-ce qu'admirer les magnifiques couchers de soleil. Donc, c'est à la disponibilité des touristes et de notre population qui veulent aller faire un court séjour là. Et on a aussi des projets d'aménagement, peut-être faire une descente, pas une descente pour les bateaux, mais surtout un stationnement pour les remorques parce que plusieurs bateaux vont là. Donc, c'est un très bel endroit à visiter. Et c'est aussi possible à Saint-Bruno-de-Guy d'aller visiter un attrait touristique gourmand, si on veut. Oui, moi, je trouve que c'est un attrait touristique. On a la chance d'avoir la ferme Norvie, dont Normand et Sylvie, et sa fille Madeleine qui vient de prendre la relève. Donc, l'été, si vous êtes de passage à Guigues et que vous avez le temps de la cueillette des fraises, donc c'est un délice. C'est vraiment un plaisir d'aller cueillir des fraises chez Normand et Sylvie. Et je vous dirais, l'avantage en plus, on ne nous pèse pas avant ni après. Donc, on peut en manger tant qu'on veut sur place. Et ils sont très généreux quand on sort, même si les enfants ont la bouche toute rouge. Normand et Sylvie sont très contents qu'on aille faire la cueillette chez eux. Donc, je trouve que c'est un bel endroit. Et en plus, à la sortie, comme c'est des gens qui fabriquent aussi des produits, donc ils ont, après qu'on a cueilli nos fraises, il y a de la slush faite à base de fraises fraîches qui sont faites, qui est très agréable après avoir fait notre cueillette. Et il y a aussi des boissons que Normand et Sylvie font. Il y a des jus pétillants, ils ont aussi des vins qui sont à découvrir. Donc, c'est un très bel endroit et je pense que c'est un attrait touristique important aussi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir en tourisme au Témiscamingue avec l'avenue du Parc Opémican? Bien, selon moi, c'est un plus, c'est certain, parce que les gens vont pas rester qu'au parc, là. Je pense qu'ils vont vouloir venir aussi continuer la route et même aller vers l'Abitibi, probablement. Et c'est pour ça que nous, on veut développer d'autres sites qui permettront de visiter les endroits un peu, je parlais tantôt, la Pointe-à-Piché, on a un projet de baladeurs, donc les gens pourront circuler, visiter le village et découvrir des sites, autant la mine d'argent dont je vous ai parlé. Donc, il y aura un circuit, les gens en auto pourront le faire. C'est quoi le moteur économique de votre municipalité? Je pense vraiment que c'est l'agriculture. Nous avons un nombre quand même important de fermes. On a aussi une agriculture diversifiée, je dirais. Nous avons des producteurs bovins, on a des fermes laitières, il y a des producteurs, des cultures différentes, des producteurs d'agneaux. Donc, nous avons quand même une agriculture assez diversifiée, oui. Est-ce que ça a changé avec les années? Est-ce que ça a toujours été l'agriculture, le moteur économique de Saint-Bruno-de-Guy? Oui, ça a toujours été le moteur économique, l'agriculture. Maintenant, si ça a changé, oui.
si on regarde le nombre de fermes actuelles, naturellement, les campagnes, il y avait une ferme, toutes les campagnes avaient les animaux. Maintenant, on a des fermes qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses, donc le nombre est beaucoup moindre, mais par contre, la grosseur des fermes a beaucoup augmenté. Et puis, si on parle d'économie, mis à part l'agriculture, est-ce que l'économie va bien là, du côté de Saint-Bruno-de-Guigue? Avez-vous beaucoup d'entreprises? On a quand même plusieurs entreprises à Guigue. Donc, actuellement, on est quand même devant le garage Paquin, une entreprise qui perdure quand même depuis 4 générations. Donc, une entreprise, c'est la plus ancienne du village. Et cette entreprise-là a aussi, année après année, progressé et de génération en génération. On a aussi ajouté, je dirais, la vente des skidoo. Au début, c'était des voitures. Maintenant, il n'y a pas seulement que des véhicules, finalement. On va aller les rencontrer justement tout à l'heure. Mais avant, là, si on parle d'autres entreprises que vous avez à Saint-Bruno-de-Guigue, des entreprises principales, particulières? Bien, écoutez, il y a quand même des entreprises. Il y a Agrimax. Agrimax qui fournit aussi, qui sert aux agriculteurs, donc tout ce qui est les machineries agricoles. Donc, c'est aussi un entrepreneur majeur. Il y a aussi la miellerie Abitibi-Témis qui produit le miel. Donc, c'est aussi une entreprise. On a la ferme Norvie aussi qui produit des fraises locales et d'autres fruits comme les framboises. Donc, c'est aussi une entreprise. On a la clinique vétérinaire ici à Guigue qui a une construction neuve. Il y a aussi d'autres locales, d'autres commerces comme la station de service Marc-Côté. On a une épicerie quand même, fruits et légumes chez Yvan et Micheline. Donc, c'est aussi des entreprises importantes dans la municipalité. Carmen, est-ce qu'il y a de la relève pour les entreprises ici? Bien, certaines entreprises, je dirais que c'est quand même très encourageant. Quand on regarde le garage Paquin, c'est quand même les fils qui ont repris l'entreprise et il y a de leurs enfants qui travaillent dans l'entreprise. Si on regarde la miellerie, bien, ça aussi, c'est quand même une relève. Donc, M. Tétrault, qui était propriétaire, maintenant, c'est le fils et les filles qui sont propriétaires de l'entreprise. Je pense à Norvie, qui actuellement, sa fille, qui est revenue en région et qui veut reprendre l'entreprise. Je pense que la difficulté ou l'endroit où c'est un peu plus difficile, c'est vraiment la relève en agriculture. Ce qui fait que c'est difficile, à mon avis, c'est que les fermes sont devenues très, très, très grosses. Donc, pour avoir les sous ou le financement de ces entreprises-là, ce n'est pas un fils qui va te permettre de continuer le métier en agriculture. Mais pour de nouveaux, c'est très difficile de repartir. Alors, je dirais la relève en agriculture, c'est peut-être l'endroit où présentement c'est le plus difficile. Puis maintenant, on s'en va rencontrer pas une nouvelle entreprise, mais une entreprise qui est bien ancrée à Saint-Bruno-de-Guigue. On va rencontrer Christian Paquin. Oui. C'est Christian et Serge qui seront là parce que Daniel est en vacances. Donc, on rencontrera Christian et Serge ce matin. Automobile Paquin, c'est une entreprise familiale avec plus de 25 employés qui donne un service à la clientèle au niveau de la vente de voitures, service à la clientèle au niveau de réparation, entretien, atelier de carrosserie. Il ne faut pas oublier aussi notre département de véhicules récréatifs qui, au niveau de BRP, au niveau des VTT, des côte-à-côte et aussi des skidoo. Nous, on peut dire skidoo parce qu'on vend vraiment à la marque skidoo. Okay. Automobile Paquin a débuté en 1947 lorsque mon arrière-grand-père Félix, à l'époque, il vendait du foin. Fait qu'il a décidé de partir l'entreprise à un moment donné avec ses 2 garçons, Horace, qui est mon grand-père, et le frère à Horace qui s'appelait Roméo, on le surnommait Méo. Donc, ils ont parti l'entreprise à cette époque-là en vendant des tracteurs Ford et des véhicules Ford en 1947. L'entreprise a évolué. Un jour, là, mon père est rentré dans l'entreprise avec ses frères. Et à ce moment-là, ils ont acheté mon grand-père. Et nous, moi, ça fait 26 ans maintenant que je suis ici. Mon frère, mon copropriétaire Serge, ça fait 35 ans. Et mon frère Daniel, ça fait 21 ans qu'il est avec nous. Donc, à partir de 2001, nous, on a acheté l'entreprise familiale. Et maintenant, on a une 5e génération qui pousse ça.
Bien, Automobile Paquin est important pour Saint-Bruno-de-Guigue et pour le Témiscamingue pour permettre aux gens locaux de s'éviter de faire beaucoup de kilométrage pour avoir un service exemplaire et être obligé d'aller virer, un exemple, à Rouen ou aller virer à North Bay ou à Noleskert. Donc, on a ça localement. Et on fait travailler plus de 25 familles, donc c'est quand même un bon employeur qui permet à des gens de pouvoir vivre adéquatement aussi dans notre belle région de Témiscamingue. Nous, c'est très important, notre clientèle. On est très peu au Témiscamingue, donc il faut en prendre soin, il faut garder nos gens. Et c'est ça qui nous différencie d'une accueil chaleureuse. Et on connaît bien nos clients, on les appelle par leur nom. Nos clients, ici, ce n'est pas des numéros, c'est vraiment des clients qu'on les apprécie énormément. Carmen, maintenant, pour parler de la personnalité, le choix a été un petit peu difficile. Oui, c'est toujours difficile de nommer une seule personne parce qu'on s'entend que, autant dans un village, il y a plusieurs personnes auxquelles on pense et il faut quand même faire un choix. Mais j'aimerais quand même souligner, d'abord, j'aimerais faire la présentation de la doyenne de notre municipalité, qui est Mme Estelle Paquin-Lapelle, 97 ans, qui habite toujours dans sa maison, qui est une dame extrêmement fière, une dame avec une bonne santé et une excellente mémoire. Donc, c'est une dame qui a été enseignante, qui a enseigné pendant 39 ans. Elle est passée de l'école des rangs à l'école du village à l'époque, donc du privé au public. Et on se souvient qu'à l'époque, cette dame-là, naturellement, lorsqu'on se mariait, on perdait notre identité, hein? Alors, on devait démissionner de notre poste. Mais quelques années plus tard, elle a quand même réussi à reprendre l'enseignement et, comme je vous disais, elle a quand même enseigné pendant 39 ans. Donc, c'est une femme que je tenais quand même à souligner, dont on est aussi très fiers de l'avoir en aussi bonne forme encore à 97 ans. Et avec raison. Puis aussi, Carmen, il y a un autre... on peut parler d'une personnalité, mais c'est un comité, en fait. Les comités que vous tenez aussi là, à présenter, parce que c'est important pour le village de Guigue aussi. Finalement, je vais vous en présenter deux, parce qu'on a parlé de Mme Lapelle. Il y a Christine Lapelle, sa fille, qui... Vous savez, le village ici, on a quand même une renommée, qu'on aime beaucoup la musique. Donc, Christine, elle-même, depuis, je ne pourrais pas dire depuis combien d'années, on a la chorale de Guigue et c'est des gens qui aiment beaucoup la musique, mais des gens des villages avoisinants aussi qui y pratiquent. Donc, c'est un apport important dans notre paroisse aussi. Alors, ça me fait plaisir de les souligner parce que c'est un groupe dont on estime beaucoup aussi. Et quand on parlait des comités, il y a le comité récréatif. Un comité récréatif qui a succédé en 1996 au Club Richelieu à l'époque. Et le club s'est dissous, donc c'est devenu un comité récréatif. Donc, c'est un comité composé de 18 gars qui se rencontrent aux 2 semaines, dont la mission est l'aide à la jeunesse. Donc, ils organisent le tournoi intermédiaire, une glissade l'hiver. Ils sont aussi associés au comité du Festival Western les dernières années, surtout pour les infrastructures. Donc, ils ont prêté main forte au comité du Festival Western, qui a été une grande aide. Ils ont aussi mis sur pied à la plage publique, il y a un magnifique parc pour enfants avec des modules qui sont très appréciés par les gens qui habitent autour du lac et aussi les touristes qui viennent autour. Donc, c'est un comité très actif dans notre village et qui dure depuis 1996 et qui est toujours présent. Et là, Carmen, moi, j'ai vraiment hâte qu'on ait rencontré la personne que vous avez choisie comme personnalité de Saint-Bruno-de-Guigue. Un personnage, hein, je pense? Oui. Alors, quand je lisais le texte, on me disait un personnage, quelqu'un que tout le monde connaît, quelqu'un qui a une personnalité qui est cocasse. Alors, je vous dirais que spontanément, Richard Marchand, M. Richard Marchand, m'est venu spontanément. Alors, il va me faire plaisir de vous le présenter. Richard? Oui? Oui, bien, Carmen vous a choisi comme personnalité du village de Saint-Bruno-de-Guigue. Avez-vous une petite idée de pourquoi?
Ben, une petite idée, j'ai pas une grosse idée, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je cite, je suis impliqué dans pas mal de choses, là, mais je ne sais pas vraiment pourquoi que c'est ça, là. Ben, on peut lui demander, Carmen, quelles sont les raisons pourquoi vous avez choisi Cocor? Alors, pourquoi j'ai choisi Cocor? Parce que, d'abord, de son nom Richard, mais tout le monde le connaît sur le nom de Cocor. Donc, c'est quand même un dépanneur qui est ouvert du matin, aller jusqu'à 10 heures le soir, 7 jours semaine. Donc, c'est un service aussi pour la municipalité. Mais en plus de ça, tu sais, on parle d'un personnage. Pour moi et beaucoup d'autres dans la paroisse, Cocor, c'est un personnage. Et en plus, dès qu'on est en mesure, enfant, si on a 2 ans, puis qu'on commence à reconnaître les gens, puis qu'on voit Cocor, puis que papa ou maman viennent chercher une slush ou bien un petit sac de bonbons, Richard sera là pour soit frotter la tête de l'enfant, de lui dire « t'es bien beau », Alors, déjà, son empreinte est placée sur la figure de l'enfant. Et très, très jeune, les enfants connaissent tous Cocor. Et j'aimerais vous conter une anecdote à ce sujet-là parce que l'adjointe à la municipalité me racontait au quotidien, elle, à quelques occasions, comme le bureau municipal est adjacent au gymnase de l'école, elle a à passer, des fois il y a des cours pendant qu'elle passe, puis elle dit « moi je passe, les enfants disent pas un mot, je reviens, personne ne bouge ». Et une journée, elle a eu, avec Richard, elle est allée, puis elle a eu à passer dans le gymnase, et là, en passant, tous les enfants sont mis à crier « Cocor, Cocor ». Donc, pour vous montrer à quel point, dès le jeune âge, dès notre jeunesse, connaissent tous Cocor. Donc, on connaît Cocor de notre naissance jusqu'au moment où notre départ arrive. Et Cocor, c'est quelqu'un qui est connu par toute la population. C'est pas juste notre village, là, à une plus grande échelle. Alors, oui, pour moi, c'était un personnage, puis c'est pour ça que je l'ai choisi. Merci. Vous en souvenez-vous de ce moment-là où vous passiez dans... Ben oui, puis ça est arrivé plusieurs fois, puis même encore, quand je vois encore, là, les plus jeunes, ils disent « Hey, c'est Cocor, tu sais. Pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai que quand ils viennent ici, bien souvent, je leur donne des bonbons, puis, tu sais, je suis bien sûr avec les enfants, les jeunes, tu sais, ils m'aiment bien, je les aime bien. Fait que c'est un peu pour ça que je tire là-dessus un peu et tout. Ben, j'aime mon village, puis je participe dans bien des affaires, puis je veux que ça marche, puis fait qu'on s'implique. Fait que on est attaché à notre village. C'est pour ça que c'est un peu ça. Émilie, j'aimerais ça ajouter quelque chose parce qu'il y a quand même quelque chose de très particulier au dépanneur ici. Hein? Écoutez, à la fermeture du restaurant, il y a presque 1 an et demi, hein, il y avait les gars, ça aime ça, aller placoter le matin et aller au déjeuner. Alors, à la fermeture, il n'y avait plus cet endroit-là. Alors, Richard, lui, s'est empressé, il a trouvé un plan B. Il a dit, bon, on va faire du café, au moins on va avoir un café et on va continuer notre jasette entre nous. Donc, si vous passez ici le matin, dès 6 heures le matin, ici, à cette même galerie, moi, j'appelle ça la rencontre des citoyens. Okay. Alors, tous les matins, on fait l'analyse des 24 heures d'actualité qui s'est passée. Alors, on la commente, on l'argumente, on la critique, on propose des alternatives. Donc, j'appelle ça un mouvement citoyen au centre du village où on se penche sur l'actualité des derniers 24 heures. Donc, c'est vraiment un endroit typique. Alors, comme vous pouvez voir, on a même des petits bancs qui nous accueillent. Il est composé strictement d'hommes, par exemple. Il n'y a pas aucune femme qui... Je ne sais pas si c'est trop tôt ou les discussions sont pas les mêmes. Alors, mais je pense que c'est un endroit et c'est aussi typique au dépanneur 7 sur 7, ce mouvement citoyen-là. Est-ce que vous y participez à ce mouvement-là? Ah oui, tous les matins, moi, j'attends que mes partenaires arrivent, puis on prend un café, on rase. Des fois, ça dure 1h30 de temps. Ça commence de 7h moins quart, aller à 8h30, 9h moins quart, 9h. On est tout le temps, des fois, on est 7, 8, 9. Puis de temps en temps, il y en a un qui part, il y en a un autre qui arrive. Fait que c'est plaisant. On jase de tout et de rien, puis ça bouge à rien toujours. Là, mais c'est bien du parlage pour rien, mais on s'amuse, ça passe le temps, puis c'est correct. Là, on aime ça. Puis moi, là, je me demande d'où vient le surnom Cocor? Moi, dire bien franchement, je ne le sais pas. Ah non? Ça fait des années que je marche ce nom-là.
Je ne sais pas si c'est pas quand j'étais jeune, j'aimais Joe Cocker. Puis le chanteur Joe Cocker. Puis je pense que ça va commencer là, mais je ne suis pas certain. Je suis pas certain. Je ne sais pas si que ça vient, mais je pense que ça vient de Joe Cocker. OK. Au début, vois-tu, c'est mon père et ma mère qui avaient ça et ont vendu leur ferme. Ils étaient sur une ferme, ils ont vendu ça. Mon père travaillait pour la voirie. Puis ma mère, elle a pris ça, puis c'est un magasin de linge en verre, avec des petites bottines, je me rappelle, des petites morissettes, les petites boîtes de morissettes de chaussures de bébé. OK. Il y a eu ça 10 ans. Au bout de 10 ans, ça marchait plus ou moins, c'était pas bien bon. Ils ont décidé de partir d'un dépanneur. Fait qu'ils ont parti un dépanneur, puis ils ont eu 10 ans. Puis moi, au bout de 10 ans, mon père était prêt à vendre, puis moi, j'étais à Toronto. Puis, j'ai dit, on va passer à ça. Puis le mois d'après, je me suis revenu ici au mois d'août, puis ça fait 35 ans que je vais faire ça. 35 ans. 35 ans au mois d'août cette année. Puis êtes-vous seul? Avez-vous des employés? Ou... J'ai 2 belles madames qui travaillent avec moi, puis j'ai 3 jeunes étudiantes, puis ça va très bien. Puis, vous me parliez un petit peu plus tôt là, de votre implication dans le village de Saint-Bruno-de-Guigue. On parle de quel genre d'implication? Bien, je suis dans le comité récréatif depuis plusieurs années. Puis je vais souvent, je vais être bien gros de western et tout. Fait que tu sais, c'est... aussitôt qu'il y a quelque chose, on est prêt à y aller, puis on aide. C'est pour ça que ça va bien. Puis qu'est-ce qui vous rend si attaché à votre village? Bien, avec le fil des ans, là, tu peux pas te départir de ça, c'est sûr, certain. Là. Ça fait 35 ans que j'ai le dépanneur, puis j'ai venu au Monde-la-Guigue avant, fait que je suis rendu à 61 ans. Ça fait 61 ans que j'habite à Guigue, fait que ça te tente pas bien. Tu changerais de village, puis tu vas en aller ailleurs quand tu connais pas personne. Mais pas question de pas personne, mais c'est pas ton monde. Puis ici, on a tout, tu sais. On a un beau village. On a tout. On a un aréna, on a un terrain de tennis, un terrain de balle, un terrain de jeu pour les enfants. On a un vrai beau village, bien équipé, puis c'est pour ça que c'est attachant. Quelqu'un qui s'en vient ici, tu peux t'attacher au village parce qu'on a tout. Donc, Carmen, on se trouve présentement à votre lieu coup de cœur. C'est quoi le nom de l'endroit? L'Éden Rouge, entreprise familiale. Et pourquoi j'ai choisi cet endroit? Je dirais, premièrement, pour la beauté de l'ensemble de cette entreprise-là. Mais au-delà de cette beauté-là, je vous dirais que moi, depuis la naissance de cette entreprise que j'ai vue, parce que j'y habite en face, donc j'ai vu une entreprise familiale qui a commencé très tôt. D'abord, Annie, qui a commencé par une première sœur, et j'ai vu le travail acharné d'une famille entière. J'ai vu la collaboration. Je me souviens, je regarde de l'autre côté de la rue, je me souviens de Jordan qui a à peine 2 ans et qui participe à apporter du bois pour le déposer. Alors, il marche difficilement et il participe déjà à l'âge de 2 ans. Donc, c'est une entreprise familiale et qui, d'année après année, a progressé et c'est un lieu magnifique. Et puis, bon, là, vous venez de me raconter un petit souvenir, une anecdote, mais vous, avant là, que ça devienne un restaurant, est-ce que c'était possible de venir voir de quoi ça avait l'air? Êtes-vous déjà venu ici avant que ça devienne plus une entreprise avec un restaurant? Non, moi, j'ai pas connu vraiment, sauf que mon conjoint, qui est né aussi juste en face, eux, naturellement, ben, le site de la table champêtre, qui était à l'époque une grange, donc qui a été transformée en table champêtre. Mais à l'époque, les jeunes du coin, comme on pourrait dire, ben, venaient souvent ici pour jouer dans cette grange-là. Donc, c'est toute une transformation et c'est l'espace, c'est aussi, comme je vous disais tantôt, c'est le travail que cette famille-là a mis pour réussir et en arriver où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, là. Et puis, pour les habitants du village là, de Saint-Bruno-de-Guigue, qu'est-ce que ce lieu-là représente? D'abord et avant tout, une fierté. C'est aussi, si on regarde du point de vue des entreprises, hein, pour le développement économique, bien, c'est quelque chose de tout à fait à la hauteur de ce que l'entreprise est. Il y a aussi le bonheur de pouvoir venir chercher ses légumes parce qu'il y a un petit kiosque de vente, donc on peut venir se
se procurer, s'approvisionner des légumes qui sont produits ici, là, sur cette terre-là. Et aussi, s'ajoute à ça, il y a d'autres marchands qui viennent porter des légumes et qu'on peut se procurer aussi au kiosque. Donc, c'est un bonheur pour un village là, d'avoir ça. Mm-hmm. Et puis vous, quelle est l'activité que vous aimez le plus faire ici à votre lieu coup de cœur? Bien, c'est sûr que l'Éden, la table champêtre, c'est un lieu magnifique. Mais aussi, juste de voir, même ce matin, moi qui habite, je n'avais pas nécessairement visité l'ensemble des serres. Et je trouve juste que de voir, de venir visiter les serres, parce qu'il y a une possibilité aussi de venir faire la visite. Et Annie est très généreuse aussi dans ses explications. Donc, c'est une éducation à tous les produits de la terre. Et ce qui me fascine aussi, de cette entreprise-là, c'est tout ce qu'on a pu récupérer. Donc, on a donné une deuxième vie. Tantôt, quand on fera le tour, je pense qu'on va pouvoir admirer et comment c'est possible de récupérer et de faire quelque chose de magnifique à partir de matériaux qui ont déjà été utilisés. Alors, quand on fera le tour, on pourra constater l'ampleur de tous les matériaux qui peuvent avoir été récupérés pour faire de cet endroit un endroit magnifique. Puis, quelle est leur particularité? Bien, moi, je dirais le grand avantage quand on vient manger à la table champêtre, c'est en plus, la moitié de ce qu'on mange dans notre assiette est produit sur place. Donc, tous les légumes, tout ce qui est d'accompagnement est produit. Donc, ce qu'on mange est vraiment le produit local et qui a été cultivé avec tout l'amour nécessaire de la part des propriétaires. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et je pense unique aussi. L'Éden Rouge, c'est une entreprise qu'on a rachetée au départ. C'était juste la partie production de M. Gaston Robert, qui était dans le rang 3 ici. On a racheté une partie de sa production, on a déménagé ça ici. Donc, la partie tomate, concombre, c'est qu'au début, on avait 3 serres, 2 de tomates, 1 de concombre. En 2006, on a agrandi pour avoir un peu plus, doublé pratiquement la superficie de production. Il y a quelques années, ici, en 2010 à peu près, on a ajouté les laitues. Et puis, à l'arrivée d'Angélane, quand elle s'est jointe à l'entreprise en 2014, on a ajouté les grands potagers puis la serre jardin. C'est une serre non chauffée, là, mais qui permet de produire un peu plus tôt et un peu plus tard en saison. On est rendu plus une entreprise agro-touristique plus que seulement une entreprise maraîchère parce qu'on fait des visites à la ferme, on a un restaurant, donc on complète vraiment la boucle de la fourche à la fourchette. Avec l'évolution qu'on a eue pendant les dernières années. Oui. Bien, moi, je m'occupe plus de la partie production, toute la production à serre, en jardin, la partie aussi un peu vente de légumes là, aux épiciers, aux restaurateurs. Moi, je m'occupe vraiment de la portion transformation agroalimentaire et restauration. Donc, tout ce qui vient après la production, la transformation des aliments, c'est moi qui s'occupe de ça. Bien, pour ce qui est du côté de la table champêtre et de l'agrotourisme, on voit vraiment une augmentation à chaque année. Beaucoup de gens qui viennent de l'Abitibi, ce qu'on n'avait pas beaucoup les premières années. Beaucoup de gens de l'Ontario, vraiment. La moitié de notre clientèle, ça vient vraiment de l'extérieur du Témiscamingue. On a aussi vu beaucoup de gens qui viennent pas de la région, vraiment des touristes là, qui viennent essayer notre table champêtre, qui en ont entendu parler dans les guides touristiques ou à leur hôtel ou à leur chalet où ils logent pendant la saison. Donc moi, j'ai vu un beau changement de la clientèle. Puis l'achalandage aussi, ça monte de plus en plus. Donc moi, je suis quand même satisfaite de ma saison. Avec le beau temps, ça l'a aidé. On a eu une belle saison de terrasse aussi, là. Mais dans le restant de l'année, on a une belle réponse aussi, autant des gens de l'Abitibi, mais des Témiscamiens. Durant l'été aussi, on a vraiment une belle réponse de leur part. Et je vois aussi au niveau de la production, vraiment un changement. Là, on le sent vraiment, le vent de changement de consommer local, consommer des produits frais. Les gens veulent cuisiner de plus en plus. C'est que ça, on le voit beaucoup de la part des gens d'ici, mais beaucoup de la part aussi des touristes. Et on a eu une très belle année de production, donc ça aussi, ça aide. Mais je sens vraiment un vent, là, un vent de changement au niveau de la consommation des gens. Bon, au niveau de la production formelle en serre, ce qu'on retrouve, c'est tomates,
concombre et laitue, celle qu'on voit ici. Ensuite, dans les potagers, les jardins à l'extérieur, là, on a une variété de légumes et de fruits aussi. On a beaucoup de framboises, des arbres fruitiers. On cultive les melons d'eau, melons miel, cantaloupe, tout ça. C'est pour permettre à la table champêtre d'avoir une autonomie, d'être capable de fournir toute sa production maraîchère pour la table champêtre. Donc, on passe de tous les légumes. On a de l'okra cette année, on a du fenouil, du céleri rave, du céleri. On a tous les légumes pratiquement. Carottes, betteraves, pommes de terre, courges d'hiver, courges d'été. C'est pour permettre de fournir la table champêtre. On a même un grand jardin là, de fines herbes et de fleurs comestibles. Ben moi, je dirais que c'est notre fourche à la fourchette. C'est vraiment ça. On veut, du début jusqu'à la fin, montrer au tourisme ou aux clients qui viennent c'est quoi produire, c'est quoi le transformer, c'est quoi la différence d'un bon produit frais local qu'on met dans votre assiette ou qu'on met à l'épicerie ou dans notre salsa ou notre liche. C'est quoi la différence de ça? Puis je pense qu'aussi le fait qu'on est une entreprise très familiale, ça nous caractérise beaucoup. Tu sais, on est mère-fille qui sont propriétaires, mais tu sais, moi, mon conjoint est avec moi dans le restaurant. Mon père, il a son entreprise, mais dès qu'il y a un congé de son entreprise, il travaille ici avec nous. Tu sais, je pensais juste... en fin de semaine, c'était la foire gourmande. Ma soeur est venue nous aider, mon frère... on est vraiment toute la famille ensemble. Mon beau-père aussi qui nous aide pendant l'année à faire à manger. Ma belle-mère qui vient nous aider pour des événements. Fait que, tu sais, on est vraiment toute la famille. Puis je pense que c'est ça aussi qui nous caractérise. Carmen, si on parle d'événements à Saint-Bruno-de-Guigue, quels sont les principaux événements qui ont lieu à chaque année? Alors, il y a d'abord l'exposition agricole. C'est aussi un événement qui dure depuis quand même 37 ans. Donc, c'est sûr, cet événement-là a connu des hauts et des bas, comme souvent des événements. Mais je dirais, depuis quelques années, les agriculteurs, et c'est un beau rassemblement. C'est un lieu aussi de rassemblement pour les agriculteurs. Et aussi, il y a de l'éducation qui est faite depuis quelques années. Donc, on montre un peu aux enfants comment ça se passe. Donc, c'est un événement important dans la paroisse. Mais c'est sûr que l'événement le plus important, c'est le Festival Western de Guigue. C'est sûr que ça, c'est l'événement majeur. Et je vous disais, l'exposition agricole depuis 37 ans, mais c'est le Festival Western qui est à sa 37e année d'existence. Donc ça, c'est majeur dans le village. Le Festival Western qui a lieu quand? Qui a lieu, la deuxième fin de semaine d'août et qui débute à partir du mardi. Il y a des activités à partir du mardi. Puis, je vous dirais qu'il y a des campeurs à partir du mardi aussi. Et puis, ce festival-là, en fait, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Je pense, avant tout, c'est un rassemblement familial. C'est une ambiance de fête, c'est des gens qui viennent voir des spectacles, qui viennent rencontrer des amis, qui viennent écouter de la musique western. Je pense que c'est un événement différent des autres, puis qui est bien apprécié de la population témiscamienne, mais aussi de plusieurs personnes de l'extérieur aussi, là. Quelles sont les activités qu'on peut faire au Festival Western? Bien, d'abord, je vous dirais aussi, le Festival Western, parmi toutes les activités, il y a les amoureux des chevaux. Les chevaux, ce sont des belles bêtes. Si on prend, par exemple, la tire de chevaux qui existe toujours le jeudi soir et qui attire une foule importante de voir ces bêtes travailler, à tirer, à quel point ces bêtes ont une force exceptionnelle. Alors, c'est vraiment beau. Et les gens qui les conduisent aussi, parce que ça prend beaucoup d'entraînement pour faire ça. Donc, c'est une activité très appréciée. Ensuite, vous avez tous les spectacles. C'est sûr qu'il y a les spectacles avec les bœufs. Donc, il y a une activité un peu qui donne de l'adrénaline. C'est 2 soirées très animées. Il y a les compétitions aussi. Il y a les compétitions. Il ne faut pas oublier... les jeunes, il y a des gens qui depuis des années, travaillent avec leurs bêtes et c'est de toute beauté de voir comment on peut arriver avec, et la complicité qu'on a avec
avec notre animal, dans le fond. Alors, les filles, là, les cow-boys ou les call-girls là, qui pour faire des compétitions, c'est vraiment quelque chose à voir. Et il y a aussi toutes sortes d'activités, je vous dirais, pour les enfants, des jeux gonflables, il y a des maquillages, donc tout le monde y trouve sa part d'activité. Il y a des danses extérieures, il y a des spectacles de musique. Donc la musique western, c'est aussi une musique entraînante et je dirais aussi beaucoup d'ambiance et qui est tout à fait à la fête. C'est une musique qui nous amène à être dans la fête. Et aussi, le village est rempli, là. Tu sais, on a il y a 170 campeurs qui est situé un peu partout sur le territoire. Il y a des tentes, il y a les cours qui sont remplis, hein. Il y a des amis, il y a des parentés qui viennent. Donc, je dirais que c'est une fête semaine d'arrêt pour les gens et de joie immense et de rencontres et de découvertes aussi. Il y a des gens qui viennent pour une première fois. Donc, c'est une activité très riche en soi, je trouve. Comment est-ce que la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue collabore-t-elle à l'événement? Elle collabore de façon financière, premièrement. Et la semaine précédant le festival, bien, c'est sûr que les employés municipaux sont tous à la disposition du festival pour toute la préparation des terrains et tout ça. Et ainsi que ceux qui travaillent, autant le directeur général ainsi que Hélène, qui est l'adjointe à Serge, donc, et Éric sont à la disposition du festival parce que plusieurs situations arrivent, donc ils collaborent toute la semaine avec le Festival Western. Et pour la semaine qui suit aussi, là, pour remettre en place tout ce qui a été pris par toutes les activités du festival. Et puis, le Festival Western, comment est-ce qu'il contribue à la vitalité du village? Bien, d'abord, si vous n'êtes jamais venu à cette activité, si vous passez durant cette fin de semaine, le village est rempli. Hein? Le village est vraiment... c'est tout un autre village, là, parce que tous les côtés de chemin sont remplis de voitures. Il y a des gens qui circulent à pied. Il y a de nombreux visiteurs. Donc, écoute, c'est vraiment une différence, là. Donc, quand on parle de vitalité, oui, les campements, les gens sont tous à l'extérieur, on jase avec le campeur voisin. Donc, je dirais que tout le territoire est occupé vraiment à pleine capacité. Et si on parle de retombées économiques, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se font pendant cet événement-là? Écoutez, je ne peux pas chiffrer les retombées économiques, mais c'est inévitable, les retombées économiques. On pense aux commerces qui sont sur place. Hein, les gens, on sait, plus il y a de gens qui circulent, ces gens-là ont besoin de manger, ont besoin d'aller à l'épicerie, ont besoin de mettre de l'essence, ont besoin d'aller s'acheter des rafraîchissants au dépanneur. Donc, oui, il y a vraiment une retombée économique avec cet événement-là, effectivement. Pourquoi les gens devraient venir en profiter, devraient venir participer au Festival Western? Je pense que si on vient une fois, on veut y revenir plusieurs fois. Et je vous dirais, ne serait-ce que c'est une fin de semaine vraiment particulière. Hein? Dans notre vie très mouvementée, on a peu de temps où on s'arrête. Mais d'avoir des activités telles quelles, il y a des bains de foule, il y a des rencontres incroyables, on peut danser, donc c'est oublier temporairement pendant une fin de semaine ou une soirée et dire je profite de cette occasion-là. Et certain que cette année, avec une température qui était exquise, il n'y a que du bonheur. Il n'y a que du bonheur à travers cette fin de semaine-là. Alors, pour cette raison-là, une des raisons principales, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a souvent une vie très, très, très rapide. Donc, de pouvoir profiter d'une fin de semaine comme ça, je pense que c'est une bonne façon de repartir et d'avoir le sourire.
Alors, Carmen, si on parle maintenant des enjeux, avant de parler des enjeux propres à Saint-Bruno-de-Guigue, on va parler des enjeux en général au Témiscamingue. On sait que dans le cadre de la planification stratégique, le Témiscamingue souhaite accueillir plus de 500 nouveaux arrivants d'ici 2022. Est-ce que c'est un but ici, là, à Saint-Bruno-de-Guigue, d'accueillir des nouvelles personnes? D'accueillir des nouvelles personnes, je pense que c'est fondamental. On est toujours ouvert à accueillir des nouveaux résidents dans notre municipalité, oui. Et sur quels atouts est-ce que vous allez miser pour accueillir de nouvelles personnes? Bien, moi, je vous dirais, premièrement, je pense qu'on a une situation géographique intéressante. On est quand même à 16 km de la seule ville, qui est Ville-Marie, où tous les services gouvernementaux sont présents. Dans notre municipalité, on a quand même tous les services. Vous pouvez vous rendre à la boucherie, parler avec Yvan et Micheline, qui vont vous préparer la viande sur place. On a des services d'essence qui sont toujours présents. On a un dépanneur qui est ouvert de 8 h à 10 h le soir. On a une école bien remplie. On a quand même des services religieux qui sont toujours présents. On a aussi vous pouvez aussi aller cueillir des fraises l'été qui sont sur place. Vous avez aussi les commerces tels que le garage Paquin. Vous pouvez aller faire réparer votre automobile. Vous pouvez faire prendre soin de vos animaux. On a une clinique vétérinaire. Vous aimez chanter. On a une chorale exceptionnelle dans la paroisse. Et on a toutes les infrastructures sportives. Donc, on a une aréna, on a un terrain de balle, on a un terrain de tennis. On a aussi une salle dont on est en train d'aménager spécifiquement pour le judo. On a un terrain équestre. Donc, on a beaucoup d'infrastructures sportives. Donc, je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour permettre à des gens de venir y habiter et y trouver un bonheur. Et en plus, on a aussi un lac magnifique. On a des gens qui peuvent y habiter s'ils le souhaitent aussi. Donc, je pense que c'est des attraits très intéressants pour des nouveaux arrivants. Et advenant justement qu'il y a des nouveaux arrivants, comment est-ce qu'ils sont accueillis ici à Saint-Bruno-de-Guigue? Actuellement, je vous dirais que c'est peut-être pas notre point fort. Hein? On n'a pas... Mais par contre, on a embauché un agent de développement qui est Éric Aumont. Et notre objectif, justement, c'était de débroussailler un peu ça et de voir comment on peut changer des choses. Et on est sur la table à dessin présentement. Il y a le guide pour les nouveaux arrivants qui sera accompagné un peu d'autres choses que je ne dévoilerai pas aujourd'hui, mais qui va être fait. Donc, oui, on a commencé à travailler pour avoir puis de bien accueillir les nouveaux arrivants. Et puis, comment les gens se sentent lorsqu'ils arrivent à Saint-Bruno-de-Guigue? Ça, je trouve que c'est une question un petit peu difficile à répondre parce que est-ce qu'on s'intègre bien à Guigue? C'est souvent une question. Je vous dirais, malgré notre réputation d'être... quand je vous disais tantôt, on a un grand sentiment d'appartenance. Il y a des gens qui nous disaient « Ouais, mais vous êtes un petit peu un milieu fermé. » On avait un peu la réputation. Donc, des fois, on a des fautes de nos qualités. Mais je pense que les gens aussi, ça reste aussi un peu personnel à chacun de nous. Il y a des gens qui préfèrent habiter un endroit, puis y vivent parce qu'ils aiment tout ce qui les entoure, et d'autres qui veulent s'intégrer et y aiment une vitalité ou s'impliquer dans la paroisse. Donc, moi, je dis toujours, si on est tissé serré et quelquefois, nos mailles sont trop serrées, il y a de la place pour les étirer et il y a de la place pour intégrer les gens. Alors, quand les gens veulent s'impliquer, et il y a des gens qui s'intègrent très, très rapidement, même il y a des nouveaux arrivants, des fois tu dis, mon Dieu, il connaît le village autant que moi, puis il vient d'y arriver. D'autres personnes vont être plus en solitaire. Mais je pense que ça reste avant tout un peu une personnalité de chacun. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils s'intègrent, ça nous fait plaisir, puis on est content là, quand on a des nouveaux arrivants qui sont intégrés à notre village. Puis maintenant, Carmen, si on parle vraiment des enjeux à Saint-Bruno-de-Guigue, quels sont les principaux enjeux? Pour moi, un des enjeux majeurs que j'entends souvent, c'est au niveau de l'agriculture.
L'agriculture, il y a des inquiétudes au niveau de l'agriculture sur la relève, comme on disait. Et il y a aussi l'inquiétude par rapport... exemple, si on a des investisseurs qui viennent pour acheter les terres exactement et que ces terres-là ne sont pas cultivées. Donc, il y a une inquiétude à ce niveau-là. C'est une préoccupation qui nous est soulevée par les agriculteurs. Et je pense que oui, tu sais, on n'est pas contre les promoteurs qui viennent acheter les terres. Et au contraire, on est tout à fait fiers de ça. Mais il faudrait aussi que ces terres-là soient cultivées pour continuer tout ce qui est l'agriculture dans notre milieu. Et j'ajouterais à ça, c'est aussi de permettre d'avoir... Les enjeux, c'est la possibilité que nos jeunes reviennent chez nous. On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, donc c'est aussi qu'ils aient des emplois et leur permettre d'avoir de relève dans tous les secteurs, dans le fond, mais de permettre aux jeunes de revenir en région. Quels sont les moyens que vous allez entreprendre pour essayer de contrer ces enjeux-là? Quels moyens? C'est sûr qu'on va essayer de prendre toutes les opportunités qui vont nous être présentées et c'est pour ça qu'on est ouvert s'il y a des gens qui ont des projets ou qui viennent nous soumettre des choses, on est ouvert à ça, là. Je pense que j'ai oublié quelque chose de très important que je mettrais même en tête de liste, qui est vraiment le maintien des services. Parce que c'est vrai qu'on a des services... écoute, il y a des gens qui... j'ai entendu une réflexion qui me dit, écoute, je pense à Marc Côté, qui est un garage depuis de nombreuses années, qui serait d'âge à prendre sa retraite et qui souhaiterait prendre sa retraite et qui me disait l'autre fois, « Oui, mais tu sais, il faut presque donner ce service-là. » Alors, je trouvais très généreux un commerçant qui a encore à cœur, qui veut offrir un service à une municipalité, mais en même temps, comme municipalité, on doit être sensible à ça, parce qu'on n'est pas la seule municipalité qui a des fermetures, de services, et c'est des services qui sont, à mon avis, très importants dans une municipalité. Donc, de pouvoir garder nos services, c'est vraiment un enjeu majeur aussi pour le village. Puis pour les garder, comment est-ce qu'il faut procéder? Écoutez, c'est sûr qu'on se fait souvent questionner sur ça. T'sais, on a vu dans d'autres villages, on a fait des petites OSBL, dans le fond, de rassembler. La municipalité a participé pour reprendre, pour éviter que, exemple, on perde nos commerces, qu'on perde la station-service. Quand on pense au restaurant, nous, ça a été une peine, ça a été une grande perte majeure quand le restaurant du village a fermé. Donc, en contrepartie, la municipalité s'est impliquée au niveau de l'aréna. Il y avait déjà un restaurant. On s'entend que c'est pas de même... On parle pas du tout de la même chose. Mais par contre, la municipalité a donné des conditions favorables à permettre à ce qu'au moins, il y ait un lieu de rassemblement. Parce que dans une municipalité, puis la vitalité où les gens qui vont se réunir autour d'une table pour manger, pour parler, c'est essentiel. Donc, on s'est retourné vers ça. Mais c'est une préoccupation de la municipalité. Vous dire qu'est-ce qu'on fera avec ça, mais on est sensible à on est préoccupé par cette situation-là. Carmen, on est maintenant rendu à parler de vos projets futurs, de vos implications en tant que mairesse. Quels sont les projets futurs là, en vue pour votre municipalité? Donc, on a quand même plusieurs projets en cours. On a un projet d'aménagement sur la rivière la Loutre, près du pont couvert, pour faire un débarquement pour les gens qui voulaient faire du canot ou du kayak. Et on ajouterait des tables de pique-nique et peut-être la possibilité d'un petit campement pour les sentiers de motoneige l'hiver pourraient utiliser. On a aussi des travaux d'amélioration à la station de filtration. Nous avons un columbarium qu'on va installer. On a aussi une salle de judo qu'on est en train d'aménager. Une salle de judo qui sera permanente, attribuée pour la pratique du judo. Il y a des travaux aussi d'amélioration à la salle de l'Âge d'Or. On a aussi des travaux à faire à l'aréna. Pour la mise en norme de la sécurité. Et comment est-ce que ces projets-là vont nécessiter votre implication en tant que mairesse?
Bien, je vous dirais, un coup qu'on les a décidés, l'implication, c'est sûr, on a décidé une implication, comment je peux dire, c'est pour moi qui va les mettre en œuvre, mais c'est de s'assurer à la bonne conduite de tout ça, là. Et puis, Carmen, quel est votre plus grand souhait pour votre municipalité? Moi, je dirais garder l'harmonie entre nous tous aussi, parce qu'on a quand même des résidents qui habitent au lac, on a des résidents qui habitent dans les campagnes et on a des résidents qui habitent au village. Donc, c'est garder notre harmonie et de continuer notre dynamisme aussi. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de Saint-Bruno-de-Guigue? Moi, j'aime bien me rappeler du passé pour regarder vers l'avenir. Moi, quand je pense que des gens, un jour, sont arrivés ici avec rien du tout. Ils sont arrivés avec un objectif de développer un territoire et qui ont réussi ce qu'on a présentement. Alors, pour moi, je me dis, mon objectif, c'est, je pense que nous, là, c'est de maintenir vivant notre territoire et d'accueillir d'autres personnes aussi. Et quand une population, un peuple décide d'un projet ou qui veut avoir quelque chose, pour moi, le nombre, c'est pas ça. C'est d'avoir une idée, quelques-uns se greffent et il y a des réalisations extraordinaires. Oui, on a des réflexions à faire parce que c'est autrement. Hein? Si on parle pas de la même chose que quand on a fondé le village. Là, on parle d'une autre réalité. Mais moi, j'ai très confiance en la force humaine. Je pense qu'on peut réaliser des choses extraordinaires puis que jamais on réussira à fermer nos villages. Là. En tout cas, je vous félicite de votre implication dans votre village, de votre sentiment d'appartenance aussi que vous semblez avoir. Et je vous remercie surtout d'avoir pris le temps, en fait, de nous faire visiter votre village, vos attraits, entreprises, votre coup de cœur. Ça a vraiment été une belle rencontre. Bien, merci à toi aussi, et à Émilie et à Frédéric, de nous permettre de visualiser ou d'entendre des histoires de chacun de nos villages qui est toujours fascinant. Alors, merci beaucoup à vous deux. Je vous remercie et puis on invite les gens à venir faire leur tour à Saint-Bruno-de-Guigue. Oui, vous êtes tous les bienvenus. Merci.